Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le harcèlement, ce sont d'abord des drames. Nicolas, Lindsay, Thibaut, Ambre, Lucas, chacun de ces prénoms résonne comme un échec pour nous. Le harcèlement, ce sont des jeunes que la bêtise et la haine ont poursuivis à l'école, dans leur club de sport, dans leurs loisirs et souvent jusqu'à chez eux sur les réseaux sociaux. Ce sont des enfants parfois visés en raison de leur handicap, de leur surpoids, de leur orientation sexuelle, parfois pour un trait physique ou de caractère. Ce sont des parents confrontés à la pire des douleurs et qui ont le sentiment de s'être battus sans avoir été entendus. Le harcèlement, ce sont des actes malveillants et répétés qui touchent nos enfants et mettent en péril leur santé physique et mentale. C'est un phénomène massif. Au collège, ce sont en moyenne 2 élèves par classe qui sont visés. Au total, près d'1 million d'enfants ont subi du harcèlement au cours des 3 dernières années. Concrètement, pour les enfants victimes, c'est une forme de violence, c'est la peur, la honte, l'angoisse et parfois même l'irréparable. Se faire insulter, exclure, bousculer ou même frapper, c'est un quotidien qu'aucun adulte ne supporterait. Alors avant de vous présenter notre plan global de lutte contre le harcèlement, je voulais commencer par adresser un mot à toutes les jeunes victimes. Vous n'êtes pas responsables. Ce que vous vivez est inadmissible, insupportable. De vos classes jusqu'à vos chambres, parfois 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, pour vous, le harcèlement, c'est partout et tout le temps. Alors la mobilisation doit être générale, chacun a son rôle à jouer. Avec tout mon gouvernement, nous sommes à vos côtés et nous mènerons une lutte implacable contre le harcèlement. En juin dernier, j'ai demandé à mes ministres de travailler à un plan interministériel et j'ai souhaité que ce combat contre le harcèlement soit la priorité de cette rentrée. Aujourd'hui, avec l'ensemble des ministres présents, nous sommes en mesure de présenter ce nouveau plan d'action global. Pourquoi avoir voulu un plan interministériel? L'éducation nationale est en première ligne, bien sûr, mais combattre le harcèlement dépasse les frontières de l'école et les ministères doivent venir en appui de l'éducation nationale. De plus, les derniers drames ont montré que des dysfonctionnements pouvaient survenir à tous les niveaux. Rester chacun dans son couloir mènerait à des réponses incomplètes. La seule réponse efficace est collective. C'est le sens de cette conférence de presse aujourd'hui, ici, à Matignon. Acteurs associatifs, forces de l'ordre, magistrats, acteurs du numérique, soignants, collectivités, toutes et tous sont impliqués, toutes et tous doivent soutenir l'école. C'est d'ailleurs par là que je veux commencer. Que vous soyez un élève victime de harcèlement, un témoin d'actes inacceptables, un parent désemparé face à ce que subit son enfant, un enseignant ou un membre de la communauté éducative inquiet devant certains faits, vous n'êtes pas seul. De la prévention jusqu'à la sanction, de nombreux acteurs peuvent intervenir, aider, accompagner, et ce plan va permettre à tous de mieux travailler ensemble, de faire bloc contre le harcèlement. Notre plan, c'est 100% prévention, 100% détection, 100% solution. Le premier enjeu, c'est la prévention. Trop souvent encore, le harcèlement est minimisé. Il est vu comme une chamaillerie, une histoire d'enfants ou d'adolescents. Parfois aussi, certains élèves agissent par suivisme et n'ont pas forcément conscience de la portée et des conséquences de leurs actes. Alors le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement, c'est de sensibiliser, d'expliquer, de prévenir. Ce plan prévoit la formation de tous les acteurs de la communauté éducative, les élèves, les parents, les personnels de l'éducation nationale, avec l'objectif que chacun soit formé d'ici la fin du quinquennat.
Je pense aux enseignants et aux encadrants, mais aussi aux AESH, au personnel de service ou aux infirmières. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, y reviendra. J'ajoute que nous voulons que chacun connaisse les risques encourus. Des policiers, des gendarmes et des magistrats seront mobilisés pour mener des actions de sensibilisation dans les établissements. Mais la formation, ce n'est pas seulement pour la communauté éducative. Un des problèmes dont nous parlent les parents comme les victimes, c'est la difficulté parfois à voir sa plainte enregistrée et traitée, souvent par méconnaissance de la gravité de la situation. La parole des victimes doit être libérée et parfaitement prise en compte. C'est pourquoi je souhaite que la formation des forces de l'ordre, des magistrats et des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse soit renforcée avec des modules ciblés sur les questions de harcèlement. Enfin, lors des activités extrascolaires ou lors des colonies de vacances, il peut y avoir des situations de harcèlement. C'est pourquoi, dès début 2024, les encadrants des accueils collectifs pour mineurs seront formés. Nous aurons une attention particulière pour le harcèlement dans le sport. Dès cette année, les formations des éducateurs sportifs incluront un volet spécifique sur le harcèlement. J'ajoute que nous allons continuer à sensibiliser tous les acteurs qui accompagnent des jeunes et des enfants dans le cadre d'activités sportives. Je laisserai la ministre des Sports en dire davantage. Le second enjeu, c'est la détection. Notre objectif est clair, détecter tous les cas de harcèlement et offrir à toutes les victimes et à leurs familles un parcours clair et balisé. Pour identifier les dangers, tous les élèves du CE2 à la 3e rempliront chaque année une grille d'auto-évaluation qui permettra de repérer les cas de harcèlement et d'intervenir rapidement. En parallèle, une autre grille d'évaluation du risque, mise au point par la Gendarmerie nationale, sera généralisée à la police et à la justice. Pour les forces de l'ordre, cette grille améliorera la prise en compte des victimes et la qualité des auditions. Chaque acteur pourra ainsi évaluer la gravité et l'urgence de la situation. Notre objectif est clair, identifier tous les enfants en souffrance. J'ajoute que les médecins et les infirmiers ont un rôle clé pour détecter ou signaler les cas de harcèlement. Nous avons engagé des discussions avec les ordres professionnels pour éviter que le secret médical ne soit un obstacle à ces signalements. Ensuite, pour que la parole se libère et que chacun sache vers qui se tourner, je vous annonce que nous allons faire du 3018 le numéro unique de signalement accompagné d'une application. Un signalement facile et partout, voilà ce que permettra le 3018. Une fois le cas de harcèlement détecté, nous voulons améliorer considérablement la prise en charge des victimes. Pour cela, le programme de lutte contre le harcèlement, phare, qui se déploie depuis 2 ans, a été généralisé depuis la rentrée à toutes les écoles, collèges et lycées. Nous allons également considérablement renforcer la coopération entre l'école, les forces de l'ordre et la justice, notamment à travers des rencontres entre les référents de chaque établissement et leurs interlocuteurs dédiés au sein de la police, de la gendarmerie et du parquet. Une circulaire interministérielle sera diffusée prochainement en ce sens. Le troisième enjeu, ce sont les réponses que nous apportons. Tout d'abord, le harcèlement doit cesser immédiatement et les auteurs être sanctionnés. Nous avons créé cet été un office des mineurs qui produira une doctrine nationale claire et unique pour améliorer la prise en compte des plaintes et la conduite des enquêtes en matière de harcèlement. Ensuite, pour ne rien laisser passer, la saisine du procureur sera désormais systématique en cas de signalement pour harcèlement, notamment grâce à une plateforme dédiée entre l'Éducation nationale et la justice. Je souhaite également une saisine systématique des procureurs pour les plaintes. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, y reviendra. Face aux auteurs, nous voulons des sanctions rapides en classe comme sur les réseaux sociaux. Ainsi, depuis cette rentrée, c'est désormais l'élève harceleur qui doit changer d'établissement.
Et avec notre plan, je vous annonce que nous renforçons considérablement notre éventail de sanctions contre le cyberharcèlement. Nous allons développer la confiscation des téléphones et permettre d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux. Nous, les responsables, nous avons échoué. C'est libéré considérablement. Une page de silence est en train de se tourner. En réalité, c'est un double électrochoc qui est en train de se produire. Le premier électrochoc, c'est celui de la libération de la parole. Cet électrochoc, il est sans précédent. Je le dis, je me suis fait communiquer les chiffres hier, nous assistons ces derniers jours et ces dernières semaines à un tsunami de témoignages. Les témoignages de harcèlement, les alertes venant du terrain dans les établissements scolaires au 30-18 au 30-20 ont été multipliés par 3 ces dernières semaines par rapport à ce que nous connaissions en septembre de l'année 2022. C'est dire combien la parole se libère et je lance un appel à tous les jeunes, à tous leurs parents, à tous leurs professeurs. Continuez à parler, appelez, écrivez, car parler, c'est déjà résister. Je veux d'ailleurs remercier les 1,2 million de personnels de l'éducation nationale, les associations, les lanceurs d'alerte, les organisations syndicales, les familles, les élèves, bref, toute la communauté éducative qui force chaque jour notre admiration. J'ai confiance en eux, j'ai confiance en nous et je serai toujours à leur côté. Je l'ai dit, la page du silence est en train de se tourner. Et après le temps de la parole vient celui de l'action. Le second électrochoc, c'est donc celui de l'action. Il a commencé. La Première ministre l'a dit, nous ne partons évidemment pas de nulle part. Beaucoup a été fait les années précédentes, dans le quinquennat précédent, par les ministres qui se sont succédés, les premiers ministres sous l'impulsion du président de la République, et je dois le dire également de Brigitte Macron. Nous avons lancé le programme phare qui se généralise, comme l'a rappelé la Première ministre cette année. Nous avons engagé des initiatives. Mais le plan que nous vous présentons aujourd'hui va plus loin encore, il change d'échelle. Car notre engagement collectif, et le premier objectif de mon ministère, c'est que nous puissions dire, les yeux dans les yeux, à 12 millions d'élèves, que oui, en matière de harcèlement, il y aura un avant et un après. Un avant et un après sur la prévention, un avant et un après sur la détection, un avant et un après sur les solutions. Notre objectif est clair. Il faut que la peur change de camp pour que la peur disparaisse. Vous l'avez vu, ce plan comporte de très nombreuses mesures. Je me concentrerai quant à moi sur 3 mesures inédites et très importantes pour l'éducation nationale, qui reprend le triptyque qu'a indiqué la Première ministre, prévention, détection, solution. Premier pilier de notre stratégie, c'est la prévention, pour éviter que le harcèlement n'empoisonne nos jeunes. Au fond, ce qui se joue ici est clair, c'est le droit au bonheur. Chaque élève de France a droit au bonheur. Chaque élève de France a le droit d'être heureux à l'école. Et ça commence très tôt, ça commence dès les petites classes. L'outil essentiel que nous allons mobiliser, la Première ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes, les cours d'empathie, les cours de respect de l'autre, d'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, notamment au Danemark où je me suis rendu. Ces compétences feront désormais partie officiellement des savoirs fondamentaux de l'école, et nos professeurs des écoles le savent. C'est un enjeu absolument essentiel. Ils le font déjà s'agissant de la socialisation, de la découverte et de la gestion des émotions qui s'apprend dès les plus petites classes. Nous irons beaucoup plus loin. Ce sera inscrit au programme et je recevrai dès demain le président du Conseil supérieur des programmes pour le saisir de ce chantier en vue d'une pleine entrée en vigueur à la rentrée 2024. Mais nous n'attendrons pas la rentrée 2024 pour avancer, évidemment. Et dès la rentrée de janvier 2024, après les vacances, il y aura une école pilote par département qui s'engagera dans les cours d'empathie, de respect de l'autre, de tolérance, sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, où nous avons constaté ces dernières années que le harcèlement scolaire s'est effondré grâce à cette stratégie. Alors j'entends, certains vont dire, il y a les savoirs fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul, évidemment, il faut garder du temps pour ces savoirs-là. Mais aucun élève malheureux à l'école n'apprend bien à l'école. Quand un élève est harcelé, c'est tout son esprit qui est envahi par le harcèlement. Il n'y a plus de place pour les autres apprentissages. En agissant pour le bonheur à l'école, on agit pour un meilleur apprentissage des savoirs fondamentaux, un meilleur apprentissage tout court. Donc je fais immédiatement le lien entre ce sujet et tous les autres. Deuxième pilier, deuxième mesure, la détection. Pour ne plus passer sous silence aucun cas de harcèlement. L'objectif, faire le maximum pour ne plus passer à côté d'enfants qui souffrent. Nous allons donc généraliser et simplifier le recueil de la parole. La Première ministre l'a dit, la libération de la parole sera au cœur de notre stratégie. Vous savez, chaque année, il y a la Journée nationale de lutte contre le harcèlement. Cette année, elle se tiendra le 9 novembre.
Ces dernières années, on a constaté qu'entre un tiers et la moitié des établissements s'engageaient avec des actions dans le cadre de cette journée. Cette année, il y aura 2 heures banalisées dans tous les établissements scolaires de France dédiées à la lutte contre le harcèlement. Et très concrètement, le questionnaire qu'a annoncé la Première ministre, qui est un questionnaire de détection du harcèlement, que nous avons travaillé avec des scientifiques, des experts de la question, et je veux les remercier, notamment le professeur Ruffo, le professeur Debarbieux ou le docteur Kathleen. Ce questionnaire sera proposé à l'ensemble des élèves à partir de la classe de CE2 pour être capable de détecter des situations de harcèlement qui ne le sont pas forcément. Parce que la réalité, c'est qu'un élève qui est harcelé, souvent et malheureusement, son seuil de tolérance évolue. Il tolère des actes et des situations qui sont intolérables. C'est ce que, avec la Première ministre, nous disions quand nous échangions, notamment avec Justine Atlan, qui fait un travail formidable avec e-enfance. Nous aurons donc cette initiative, et je le dis, nous aurons besoin de tous dans nos établissements scolaires. Ces débats, ces temps d'échange, ils associeront les élèves, les enseignants, les personnels de direction, les agents administratifs. Mais évidemment, on aura besoin des associations, des ambassadeurs. Et ils sont motivés et disponibles pour le faire. On était avec eux, avec la Première ministre, il y a un instant. Elian, Nathan, Anne-Lise, je pense aussi aux parents d'élèves qui ont été emportés par ce fléau. Betty, la maman de Lindsay, ou Nora, la maman de Marion, qui se mobilise au quotidien sur ces questions. Nous aurons besoin d'eux dans les établissements scolaires comme ambassadeurs de cette question. Troisième pilier, pour terminer, les solutions, réagir. Réagir vite, c'est parfois sauver des vies. Si la parole se libère, si nous assistons à ce tsunami de libération de la parole dont je parlais, c'est qu'il y a un espoir chez des élèves et chez des parents, un espoir d'être entendus, un espoir qu'il y ait une suite. C'est dire la responsabilité immense qui pèse sur nous, être capable de répondre à cette libération de la parole. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à avancer. Nous avons agi sous l'autorité de la Première ministre dès cet été, je le rappelle, un décret important qui prévoit désormais que c'est au harceleur de changer d'établissement et non plus au harcelé. Des mesures sur les sanctions en matière de cyberharcèlement qui peuvent être prises davantage au sein d'un établissement. Nous allons continuer à agir. Au fond, on doit remettre de l'humain à tous les étages. On doit remettre de l'humain parce qu'on résout le harcèlement avec de l'humain, pas avec des courriers. Et donc, à l'échelle de l'établissement, c'est la poursuite et le renforcement du programme phare qui était évoqué. Nous allons mettre plus d'humains dans les académies. C'est la raison pour laquelle une cellule dédiée au harcèlement sera créée dans chaque rectorat, avec plusieurs personnes qui seront dédiées et formées à 100% sur la question du harcèlement, pour être capables de venir en second recours quand il y a des difficultés et des situations qu'on n'arrive pas à régler sur le terrain. Mais nous irons là aussi plus loin, nous allons aussi remettre plus d'humains sur le terrain. Pour cela, nous allons créer des équipes académiques de lutte contre le harcèlement. On a vu ces dernières semaines sur une autre question difficile, la question de la laïcité, qu'avoir des équipes académiques formées qui se déplacent au sein des établissements scolaires, auprès des personnels de direction, des chefs d'établissement et des enseignants, permettait de régler un certain nombre de situations. Au fond, nous allons nous inspirer de ce qui a fonctionné pour la question de la lutte contre le harcèlement avec ces équipes qui pourront apporter un soutien au personnel, aux chefs d'établissement, se déployer partout sur le terrain. Nous ne lésinerons pas sur les moyens face à ce fléau du harcèlement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les actions nouvelles. Il y en a d'autres, vous le verrez dans les documents qui sont communiqués s'agissant de l'éducation nationale. Nous allons les mettre en œuvre dès aujourd'hui à la demande de la Première ministre. Je le redis, nous ne sommes plus au temps des constats. Nous sommes dans celui des actes. Et au fond, comme ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je considère que j'ai un objectif. Moins de harcèlement et plus de bonheur à l'école. Je vous remercie. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais décliner à mon tour l'action résolue que nous allons amplifier, faire monter en puissance dans le champ du sport à l'appui de ce combat commun contre le harcèlement. Complément de cette mobilisation inédite, exceptionnelle de toute la communauté éducative, nous le savons, les acteurs du sport ont un rôle spécifique à jouer. 6,6 millions d'enfants sont licenciés dans un club ou dans une association sportive. Et les acteurs du sport sont en contact avec nos enfants dans le temps périscolaire, dans le temps extrascolaire, et pour des temps de vie où les comportements se révèlent encore un petit peu mieux qu'ailleurs,
où les signaux sont un petit peu plus perceptibles et identifiables, ce qui crée pour ces acteurs une responsabilité particulière. Il y a aussi un certain nombre de messages qui peuvent être passés en résonance avec les valeurs du sport, celles du respect, celles de la mixité, y compris à l'égard des enfants en situation de handicap pour lesquels je veux avoir un mot particulier, ainsi que dans cet effort de lutte contre toutes les formes de discrimination. Alors nous allons décliner le triptyque évoqué par la Première ministre, prévention, détection, solution, auprès de 5 familles d'acteurs dans le champ du sport. Les premiers, la Première ministre l'a évoqué, ce sont les éducateurs sportifs. Nous allons à cette fin inscrire un module relatif à la lutte contre le harcèlement au sein du cahier des charges imposé aux organismes de formation qui préparent au diplôme d'État dans le champ jeunesse et sport. Ce sont 290 diplômes qui sont concernés et 28 000 stagiaires en formation par an. Ainsi, nous ferons des éducateurs sportifs un maillon essentiel de la prévention du harcèlement et, le cas échéant, dans le signalement de ces situations. Nous allons, deuxième famille d'acteurs, opérer un suivi systématique de la lutte contre le harcèlement dans les contrats de délégation de services publics qui nous lient aux fédérations sportives. Tout comme au sujet de la prise en compte des enjeux de lutte contre les violences à caractère sexiste et sexuel, les fédérations seront ainsi invitées, lors de la revue annuelle de ces contrats de délégation, à s'exprimer sur leur dispositif de lutte contre le harcèlement au sein de l'ensemble de leur structure. Troisième famille d'acteurs, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, l'IGSR, à laquelle nous allons demander une vigilance renforcée sur cette thématique lors de ces contrôles et à chaque fois que ceux-ci porteront sur des sujets relatifs à la protection de l'intégrité des pratiquants, avec la production de diagnostics, mais aussi de mesures correctives susceptibles de mettre fin aux situations identifiées. Quatrième famille d'acteurs, qui concerne cette fois un public spécifique, celui des hauts potentiels sportifs, ces 4600 jeunes présents dans les centres d'entraînement, dans les centres de formation qui emmènent vers le haut niveau, pour lesquels la problématique est tout à fait importante, compte tenu d'abord du volume de cet accueil en nombre de mineurs, mais aussi de cet environnement fermé dans lequel ils vivent, en partie assimilable au milieu scolaire, mais avec des risques spécifiques liés à des phénomènes qui peuvent se produire en matière d'emprise lorsque cet environnement se ferme autour d'eux des week-ends ou lors de départs en circuit en tournoi. Il y a une cinquième famille d'acteurs avec laquelle nous allons, en lien étroit avec Jean-Noël Barrot, coopérer, ce sont les plateformes. Dans le cadre d'une initiative que nous allons lancer ensemble pour lutter spécifiquement au service d'une bataille dans la bataille, le cyberharcèlement contre nos sportifs. Aujourd'hui, nous savons qu'à peu près 1 millier de jeunes sportifs sont l'objet de comportements haineux en ligne à la suite d'un mauvais résultat sportif, dans le cadre de paris sportifs perdus ou encore, parfois, à la suite de simples faits malheureux de jeu. Nous allons nous inscrire dans le cadre du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique porté par Jean-Noël Barrot et qui prévoit cette peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pour tout fait de cyberharcèlement, dispositif sur lequel je m'appuierai pour lancer une campagne ministérielle autour de cette nouvelle sanction pénale pour prévenir tous les comportements de cyberharcèlement qui visent spécifiquement nos athlètes. Et le dernier point sur cette cinquième famille d'acteurs a trait à la mise en œuvre du règlement sur les services numériques du 19 octobre 2022 qui fait obligation aux plateformes en ligne de coopérer avec des signaleurs de confiance qui bénéficient, grâce à ce statut, d'un accès simplifié au dispositif de signalement de ces contenus haineux en ligne,
avec l'obligation que ces contenus illicites soient traités en priorité. À cet égard, j'ai souhaité que le mouvement sportif, représenté par ces deux structures faîtières, le Comité national olympique et sportif français, mais aussi le Comité paralympique et sportif français, bénéficie en priorité du statut de signaleur de confiance pour arrêter plus vite ces phénomènes-là, et nous agirons pour que dès avant les prochains Jeux olympiques et paralympiques, une différence réelle, tangible dans la vie de nos jeunes athlètes puisse être effective. Je vous remercie. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, avec l'acquisition toujours plus précoce de smartphones et de tablettes, ce fléau du harcèlement scolaire a étendu son emprise bien au-delà de la cour de l'école et bien au-delà des horaires de classe. C'est un phénomène qui plonge nos enfants dans une situation de très grande vulnérabilité, de très grande fragilité, qui conduit parfois à des drames. Et à mon tour, je veux avoir une pensée pour les familles de Lindsay, de Lucas et de Marion. C'est un phénomène qui place les parents dans une situation de désarroi absolu, puisque le cyberharcèlement scolaire se produit sur des réseaux sociaux ou des boucles de messagerie sur lesquelles ils n'ont parfois aucune prise. Et c'est un phénomène plus récent que celui du harcèlement scolaire, sur lequel nous avons besoin d'une action déterminée de la part du gouvernement, mais aussi d'une prise de conscience collective sur les gestes à adopter lorsqu'on est victime ou témoin de cyberharcèlement, ou lorsque l'on est parent d'une victime ou parent d'un enfant qui cyberharcèle un autre enfant. Et pour reprendre les trois axes du plan présenté par la Première ministre, s'agissant du cyberharcèlement, nous voulons agir à la fois sur la sensibilisation, sur la détection et sur les sanctions. Sur la sensibilisation, je voudrais citer trois mesures fortes. La première, c'est la généralisation du passeport numérique PIX, dont bénéficieront tous les élèves de 6e dans notre pays, après qu'il a été expérimenté dans plusieurs centaines d'établissements l'année dernière. Ce passeport numérique, qui sera dispensé en salle informatique, permettra à tous les élèves de 6e dans notre pays de bénéficier d'une sensibilisation aux risques et aux gestes à adopter en ligne, en particulier face à la menace du cyberharcèlement. Deuxième élément de sensibilisation, un livret de prévention qui sera distribué à tous les élèves de 8 à 11 ans, soit près de 4 millions d'enfants dans notre pays, au mois de février 2024, pendant le mois pour un Internet plus sûr, grâce à une collaboration avec le groupe Bayard et ses titres que les élèves et les parents d'élèves connaissent bien, comme Okapi, Astrapi ou J'aime lire et d'autres encore, et qui portera spécifiquement sur la question du cyberharcèlement. Et puis, dernier élément de sensibilisation, la sensibilisation des parents, avec la ministre des Solidarités et de la Famille, avec la ministre de l'Enfance. Nous portons un label qui s'intitule « Parents, parlons numérique », qui est dispensé par les associations familiales aux acteurs de terrain qui offrent de l'accompagnement à la parentalité numérique. C'est un dispositif qui est déjà expérimenté dans les départements du Var, de la Haute-Vienne et du Calvados, et dont nous allons veiller à la généralisation. Je dis un mot maintenant de notre deuxième priorité, qui est celle de la détection. En insistant beaucoup sur le sujet du signalement, et en invitant tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui, tous les enfants qui peut-être nous écoutent aussi, à bien réaliser que lorsque l'on est victime ou témoin de violences en ligne, et en particulier de cyberharcèlement scolaire, il y a une chose à faire, c'est signaler. Signaler
les actes dont on a été témoin ou victime, d'abord à la plateforme sur laquelle on a été victime ou témoin de cyberharcèlement scolaire, et d'autre part aux acteurs, et en particulier au point d'entrée que la Première ministre a voulu rendre beaucoup plus clair encore, qui est celui du 3018, un numéro de téléphone, mais aussi une application que j'invite tous les parents de France à télécharger dès aujourd'hui, et tous les élèves qui disposent d'un smartphone à télécharger également. Signaler, c'est un geste civique, et c'est une nécessité absolue, d'une part, parce que la responsabilité des plateformes ne peut être engagée que s'ils ont connaissance des faits de cyberharcèlement au travers des signalements qui leur ont été adressés, et c'est une nécessité absolue de le faire aussi auprès du 3018, qui est géré par une association admirable, qui dispose de professionnels expérimentés et aguerris, qui peuvent écouter les victimes, qui peuvent écouter les témoins et leur donner la marche à suivre et une remédiation à leurs problèmes. Donc en matière de sensibilisation, je veux d'abord adresser un message et ensuite vous annoncer que, à la demande de la Première ministre, nous avons, avec le ministre de l'Éducation nationale, demandé aux principales plateformes de réseaux sociaux, TikTok, Facebook et Instagram, de renvoyer les enfants et les adultes qui signalent des faits de cyberharcèlement sur leur plateforme vers le 3018, qui est la ligne et l'application d'écoute à destination des victimes et des témoins de cyberharcèlement. Puis j'en viens au dernier chapitre, qui est celui des sanctions. En précisant, comme la Première ministre l'a fait tout à l'heure, que nous avons commencé sous le précédent quinquennat à agir avec la loi portée par Erwan Balanant, la loi du 3 mars 2022, et soutenue par le gouvernement, qui a permis de créer un délit de harcèlement scolaire. Quelle implication pour le cyberharcèlement? Deux implications principales. La première, c'est qu'en créant ce délit, nous avons créé une obligation à l'égard des plateformes de retirer les contenus de cyberharcèlement scolaire qui leur sont signalés et de les transmettre aux autorités. Deuxième élément apporté par cette loi, c'est la faculté donnée au juge de prendre une peine complémentaire de confiscation du matériel lorsqu'il est impliqué dans la commission du délit de cyberharcèlement scolaire. Le garde des Sceaux y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est une loi relativement jeune, mais c'est une loi très ambitieuse qui, à n'en pas douter, va produire des effets pour sanctionner les auteurs. Ceci étant dit, nous voulons aller plus loin. Et comme l'a rappelé la Première ministre, nous avons, dans le cadre du projet de loi qui vise à réguler et sécuriser l'espace numérique, prévu une mesure qui permettra au juge, lorsqu'il décidera de condamner l'auteur d'un fait de cyberharcèlement scolaire, de prendre une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pendant une période de 6 mois, qui peut être portée à 1 an en cas de récidive. Et lors de l'examen de ce texte, qui a d'ores et déjà été adopté par le Sénat à l'Assemblée nationale, nous allons ouvrir la possibilité pour le juge de la détention et des libertés et le juge d'instruction de prescrire cette mesure de bannissement dans le cadre d'un contrôle judiciaire, c'est-à-dire sans attendre qu'au bout de l'enquête, une peine soit prononcée pour un délit de cyberharcèlement scolaire, le juge pourra, dès le début d'un contrôle judiciaire, prononcer cette peine de bannissement des réseaux sociaux qui permettra de prévenir la récidive qui parfois aggrave un peu plus la situation de cyberharcèlement. Je vous remercie. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, l'école de la République est à l'évidence notre bien commun, un bien extraordinairement précieux. L'école, c'est aussi un sanctuaire que nul ne peut venir violer. Tu l'as rappelé, mon cher Gabriel, l'école, c'est le lieu où l'on enseigne les savoirs fondamentaux et c'est un lieu, par définition, de quiétude, d'apaisement, de tranquillité. C'est aussi le lieu où nos enfants
apprennent à devenir des citoyens. Alors moi, je suis très heureux avec mes collègues, sous l'impulsion de Madame la Première ministre, d'avoir participé à ce grand plan contre le harcèlement. Et l'interministérialité démontre à l'évidence que cela nous concerne tous, absolument tous, sans aucune exception. Si j'osais, je dirais qu'il est temps de siffler la fin de la récréation quand elle est délétère, quand elle est brimade et quand elle est harcèlement. La justice a une première difficulté, c'est qu'il s'agit d'enfants qui sont coupables de harcèlement à l'encontre d'autres enfants. Il faut donc une réponse, vous l'avez compris, adaptée, pesée au trébuchet d'une forme de délicatesse, de finesse, mais il faut qu'une réponse soit donnée en termes de prévention, de protection bien sûr, et de sanctions. Mes collègues l'ont dit d'ores et déjà, nous ne partons pas de rien, et je veux rappeler ici la loi du 2 mars 2022. Je veux à mon tour bien sûr rendre hommage à Erwan Balanan, ce texte qui évidemment combat le harcèlement scolaire et crée une infraction, vous l'avez rappelé Madame la Première ministre, dont le maximum peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement lorsque l'enfant harcelé est conduit au suicide ou à une tentative de suicide. Nous ne partons pas de rien, et une première circulaire a été prise dans le périmètre qui est le mien, une circulaire du 28 mars, pour demander en réalité aux enseignants de dire à la justice et de faire part des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Elles sont multiples, je ne veux pas ici m'y arrêter longuement, mais comment qualifie-t-on les faits? Il y avait le chicaya qu'on connaissait dans les cours de récréation il y a 50 ans, que j'ai vécu, et pour ne rien vous cacher, subi, Madame la Première ministre. Et puis il y a aujourd'hui des harcèlements qui ressemblent, hélas, à notre époque, avec la violence mortifère que sont les réseaux sociaux et leurs vecteurs. Cette circulaire, elle incite les procureurs à dire les choses aux chefs d'établissement qui, préalablement, les ont avertis. Ce qui a été fait, c'est aussi déjà une convention initia droit qui a été passée entre le ministère de l'Éducation nationale, de la Justice. C'est un réseau d'avocats partenaires, par exemple, qui se rend dans les classes pour expliquer, pour que, au fond, la parole soit libérée, parce qu'il n'est plus question que les enfants, comme tu l'as dit, soient malheureux et ne puissent pas exprimer ce qu'ils vivent, et Dieu sait que c'est difficile de libérer la parole des enfants. Intervention des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse dans les écoles, convention signée entre l'association e-enfance et la protection judiciaire de la jeunesse. Ce qui va être fait, parce que c'est au fond ce qui nous réunit aujourd'hui. D'abord, circulaire interministérielle, éducation nationale, intérieur et justice, pour une meilleure mobilisation et coordination des différents acteurs, pour que les choses soient dites, pour qu'il n'y ait plus, je n'aime pas cette expression, elle est un peu familière, de trous dans la raquette, et que l'on établisse un état des lieux partagé de tous les dispositifs d'aide aux victimes, que l'on évalue naturellement les besoins couverts dans chaque département et que l'on identifie bien sûr les axes d'amélioration, parce qu'il faut sur ces sujets s'améliorer en permanence. Rien n'est acquis et rien ne peut nous conduire au fatalisme. Ce qui va être fait encore, c'est la mise en place de sanctions pénales. Je veux les détailler rapidement. Pour les faits moins graves, une réparation pénale, c'est-à-dire une démarche, mesdames et messieurs, éducative, qui consiste en la mise en œuvre d'une activité à visée réparatrice et reconstructrice. Elle s'appuie sur la prise en considération, bien sûr, de l'acte commis et évidemment de la victime. Un stage de citoyenneté avec un module spécialement orienté vers le harcèlement scolaire et ses conséquences, afin de sensibiliser les jeunes auteurs de ces actes. Une mesure de justice restaurative. Ça permet aux auteurs et aux victimes, accompagnés par un facilitateur, médiateur, animateur, neutre bien sûr, et formé,
qui les aura rencontrés individuellement plusieurs fois au préalable, d'échanger dans un cadre sécurisé afin de parvenir à l'apaisement et à la reconstruction de chacun. Pour les faits les plus graves, et je vais plus vite maintenant, la saisie systématique du téléphone portable. S'il a servi, bien sûr, pour commettre les faits de harcèlement, la confiscation définitive sera décidée par la juridiction pour mineurs. Le déferrement du mineur sera recommandé avec réquisition de placement sous contrôle judiciaire, avec notamment, bien sûr, interdiction de contact par quelque moyen que ce soit avec la victime. La suspension des comptes d'accès, tu viens, Jean-Noël, d'en parler, à des services de plateforme en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction pour une durée de 6 mois, cela pourra être prononcé par un juge. Responsabilisation des parents, encore, me direz-vous, mais c'est absolument indispensable, un module sur les devoirs éducatifs des parents auxquels ceux-ci devront assister sera intégré dans les stages de citoyenneté afin de les responsabiliser lorsque leur enfant aura été impliqué dans des faits de harcèlement. Et les événements récents, tout à fait récents, et les images que nous avons vues, si je ne peux pas les commenter plus avant, me permettent de vous dire que c'est absolument indispensable. Enfin, accompagnement des parents dans leur rôle éducatif après une demande d'évaluation de l'ASE et de la situation familiale de l'auteur. J'en termine, Madame la Première ministre, pour dire que nous mettons en place également un passeport éduc-droit. C'est une idée qui a jailli des États généraux de la justice. Et les Français que nous avions consultés disaient « mais on ne connaît pas suffisamment la justice et ce serait quand même pas mal qu'on enseigne la justice, la règle de droit, etc. » Et c'est l'occasion évidemment de faire passer un certain nombre de messages. Nous avons déjà mis en place dans 7 académies cette expérimentation et nous avons, Gabriel Attal et moi, la volonté de l'étendre. Ensuite, une plateforme info-parquet. Alors ça, c'est du pratico-pratique, si j'ose dire, qui permet, dans un format dématérialisé, au chef d'établissement d'avertir tout de suite, on n'a pas de temps à perdre, le procureur de la République, parce que je demande évidemment un suivi systématique pour qu'on ne perde pas de temps, pour que dès qu'un harcèlement est détecté, on puisse intervenir, à la fois pour le sanctionner et le faire cesser, et puis aussi pour montrer à la victime que nous sommes à ses côtés et que la peur doit à l'évidence changer de camp. Et déjà, Gabriel est allé dans ce sens comme jamais, je le crois, on avait envisagé d'y aller. Un dernier mot pour vous dire que tout cela ne va pas sans une formation particulière, bien sûr. Formation, vous l'avez dit, Madame la Première ministre, des professionnels de la justice, magistrats à l'École nationale de la magistrature et un module sur le harcèlement. Et bien sûr, on ne peut pas les oublier, ils sont au cœur du dispositif, comment dirais-je, formation pour les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Pardon d'avoir été peut-être un peu long et je passe maintenant la parole à mon collègue et ami Aurélien Rousseau. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Gabriel Attal l'a dit, Éric Dupond-Moretti l'a redit, que la peur change de camp. Pour le dire autrement, que l'on sorte de la banalité de cette violence quelquefois quotidienne. Combien de fois a-t-on entendu, il faut que jeunesse se fasse, à moi aussi on m'a dit ce genre de truc quand j'étais jeune, ne fais pas ta chochotte, ou cela forge le caractère. Non, ça ne forge pas du tout le caractère. La phobie scolaire, la dépression, l'anxiété, les troubles du comportement alimentaire. Le harcèlement à l'école a des conséquences désastreuses sur la santé mentale, sur la santé tout court, qui peuvent être fatales et laissent des séquelles tout au long de la vie. D'ailleurs, la libération de la parole que nous vivons et que nous vivrons ne concernera pas que des enfants et nous devons nous préparer aussi à recueillir celle d'adultes pour qui ces événements passés vont remonter à la surface. Libérer la parole, c'est essentiel en amont pour mieux prévenir et quand les situations viennent à se produire, pour repérer et prendre en charge au plus vite les jeunes qui en sont
victimes. S'il fallait le dire pour renforcer encore plus la légitimité de ce combat, oui, la lutte contre le harcèlement scolaire est un enjeu de santé publique au sens propre du terme. Mais pour que la parole se libère et que des solutions puissent être mises en œuvre, encore faut-il créer un cadre sécurisant, adapté et propice à son expression, et nous doter des moyens pour agir en conséquence. Nous devons accompagner ceux qui vont repérer ou avoir de forts doutes sur des cas de harcèlement, ne pas laisser les professionnels, quels qu'ils soient, dans une forme de désarroi. En ce qui concerne la santé et la prévention, notre réponse se décline en 3 axes, là aussi qui ont été croisés dans d'autres travaux interministériels, notamment les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant ou les assises de la santé mentale, et qui s'articulent, ces différents axes, avec les différents dispositifs aujourd'hui présentés. D'abord, évidemment, une vigilance collective renforcée, avec la construction d'un programme d'information, de formation et de prévention pour le repérage des troubles anxieux et des troubles dépressifs chez l'enfant. Parce que, et il faut le dire, savoir repérer les troubles anxieux chez le jeune, que ce soit ses propres enfants ou chez des enfants dont on a la responsabilité, ce n'est pas une compétence innée. Une souffrance peut être silencieuse, les signes peuvent être infimes et soigneusement dissimulés. Notre objectif est de sensibiliser tout l'écosystème autour des jeunes au quotidien à la prise en charge de la santé mentale, en particulier les parents qui sont souvent démunis et qui ont du mal à mettre des mots sur quelque chose qu'ils sentent insidieusement se mettre entre leurs enfants et eux. Tous les professionnels de santé et les acteurs de l'enfance et des acteurs de l'enfance et de la jeunesse doivent prendre part à ce travail. Deuxième mesure, le renforcement de la coordination territoriale. Derrière ce mot un tantinet technocratique, notre conviction, c'est que l'intervention des professionnels de santé dans les établissements scolaires, la coopération territoriale renforcée entre les professionnels de santé de ville et les établissements scolaires doit être beaucoup plus simple, banalisée. La coordination aussi du réseau des maisons des adolescents pour en faire une ressource d'expertise. Nous voulons faciliter l'intervention des professionnels de santé, infirmiers, médecins, psychologues en milieu scolaire, grâce, par exemple, à l'exercice mixte. En lien avec le renforcement de la formation de tous les adultes, il faut multiplier les recours parentaux, éducatifs, dont on a déjà parlé, mais aussi médicaux. Dans la même dynamique, il faut rapprocher les professionnels de chaque territoire des établissements scolaires. Aujourd'hui, 75% de la population française est couverte par une communauté professionnelle territoriale de santé. Et pourquoi, et sans doute à tort, n'avons-nous pas pensé plus tôt à ce que des liens s'établissent entre les communautés éducatives, la médecine scolaire et ces communautés professionnelles territoriales? Sur les maisons des adolescents, nous devons aujourd'hui pleinement intégrer au parcours de repérage et de prise en charge, nous devons pleinement les intégrer à ce parcours qui est un continuum entre l'école, la famille et les structures plus spécialisées. Ces mesures de prévention entrent en résonance avec notre stratégie de lutte contre le suicide. Je pense notamment au déploiement de déjà plus de 70 000 secouristes en santé mentale formés et prêts à apporter une première aide. La détection, deuxièmement, après la prévention. Il nous faut un parcours clair et beaucoup plus systématique de détection. Nous avons engagé, la Première ministre l'a évoqué, nous engagerons encore plus profondément un travail avec les ordres pour faire évoluer les conditions de responsabilité que l'on trouve par exemple dans le code de déontologie médicale ou dans le code de déontologie des professions paramédicales. Aujourd'hui, en cas de détection, de sévices, de privation, de mauvais traitements, le cadre juridique n'est pas toujours connu par les professionnels de santé
nous devons le rendre plus lisible, plus clair. Agnès Firmin-Le ministre déléguée auprès de moi, a engagé d'ailleurs un travail qui fait écho, par exemple, sur la maltraitance dans les établissements d'accueil de personnes âgées ou de personnes handicapées. Dernier point, une réponse complète et rapide. Un dispositif a été mis en œuvre il y a maintenant 3 ans, bientôt 3 ans, qui est issu des Assises de la santé mentale, c'est le dispositif Mon soutien psy, qui permet d'avoir 8 séances intégralement remboursées chez un psychologue, référencé sur prescription d'un médecin. Plus de 187 000 personnes ont déjà eu recours à ce dispositif, dont un tiers ont moins de 18 ans. Nous souhaitons que les infirmières scolaires, par délégation du médecin, et les plateformes d'aide aux victimes puissent faire bénéficier les élèves subissant le harcèlement de ce dispositif Mon Psy, et permettre ainsi de faciliter le recours à un psychologue pour les enfants sans nécessiter la prescription d'un médecin. Tout ceci, mesdames et messieurs, ne se fera pas du jour au lendemain. Je pense notamment au dernier point. Nous devons monter en puissance, mais cette nécessité de monter en puissance, cette difficulté de la montée en puissance, elle est bien peu de choses par rapport à l'impérieuse nécessité qui nous est aujourd'hui faite de répondre à la détresse d'une partie de notre jeunesse. Je vous remercie. Avant de conclure, je voudrais remercier les ministres présentes qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer, mais qui ont bien sûr été associés à l'élaboration de ce plan interministériel et dont je ne doute pas qu'elles seront très mobilisées pour sa mise en œuvre. Je pense à la ministre des Solidarités et des Familles, à la ministre en charge des personnes en situation de handicap, à la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, à la secrétaire d'État à l'enfance et à la secrétaire d'État à la jeunesse. Je veux redire que nous devons créer un électrochoc, faire en sorte que chacun prenne conscience de l'ampleur et de la gravité du harcèlement et que personne ne puisse le banaliser. Nous sommes conscients que cette libération de la parole va mettre à l'épreuve l'ensemble de nos dispositifs. Je pense à la médecine scolaire, à l'accompagnement psychologique. Nous sommes mobilisés pour être à la hauteur. Car aujourd'hui, encore trop souvent, à l'école, à la maison, dans leurs loisirs, parfois même au commissariat ou dans les brigades de gendarmerie, la parole des enfants est minimisée. À toutes les étapes, des défaillances peuvent exister et certains résument encore la souffrance des enfants à des chamailleries, à des histoires sans conséquences. Pourtant, leur souffrance, le harcèlement est grave et conduit parfois à des drames effroyables. Pourtant, ce que vivent les enfants harcelés, le dénigrement, les insultes, les brimades, les humiliations et parfois les coups, nous, adultes, nous ne pourrions pas l'accepter. Et j'en profite pour remercier les jeunes avec lesquels nous avons échangé, souvent victimes, anciennes victimes de harcèlement, et qui sont engagés dans des associations pour accompagner, prévenir ce harcèlement scolaire. Et quand on écoute ces jeunes, on mesure pleinement à quel point le harcèlement, ce sont des blessures profondes et durables. Alors je vous annonce que le 9 novembre, à l'occasion de la journée de la lutte contre le harcèlement à l'école, nous lancerons une campagne de communication et de sensibilisation autour d'un mot d'ordre : ne minimisons pas ce que vivent les enfants. Il faut que chacun prenne conscience du décalage entre ce que perçoivent encore trop souvent les adultes et ce que vivent nos enfants. C'est ce que cette campagne permettra. Je vous remercie et avec mes ministres, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour Madame la Première ministre, Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Vous parlez, si l'on résume votre plan, de plus de formation, de plus de missions pour la justice, de plus de saisines également, alors qu'on sait que parfois la justice est engorgée par le manque d'effectifs. Est-ce que ce plan interministériel que vous nous dévoilez aujourd'hui s'accompagne de moyens supplémentaires? Si oui,
Combien d'effectifs en plus? Quelle enveloppe financière? Et puis une question sur la confiscation du téléphone portable par le juge que vous souhaitez mettre en place très concrètement. Comment est-ce que l'on pourra s'assurer qu'un enfant qui a été condamné, dont le téléphone a été confisqué, ne pourra pas simplement aller par exemple dans un magasin de téléphonie, racheter un téléphone? Est-ce qu'il y aura un travail avec les opérateurs ou est-ce que vous comptez simplement sur la responsabilité des parents? Je vous remercie. Alors, peut-être, nous sommes en train, au travers de ce plan, comme d'autres actions, de solliciter très fortement à la fois nos policiers, nos gendarmes, nos magistrats. Je rappelle que nous avons voté une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur avec des moyens sans précédent pour les forces de sécurité intérieure et que nous acheverons prochainement l'examen de la loi de programmation du ministère de la Justice qui, là aussi, déploie des moyens exceptionnels sans précédent pour le ministère de la Justice. Et évidemment, les moyens nécessaires sont bien prévus dans ce cadre. Je vais peut-être me tourner vers le garde des Sceaux. En fait, vous savez, quand on a une condamnation, vous pouvez me dire qu'on a toujours une façon de contourner la condamnation. On rentre aussi dans des circonstances aggravantes, mais peut-être, monsieur le garde des Sceaux. Merci Madame la Première ministre. Monsieur, d'abord sur les moyens, Madame la Première ministre l'a dit, loi de programmation, qui devrait connaître son épilogue, puisque dans les jours qui viennent, la CMP devrait être adoptée. En tous les cas, je l'espère. Je veux rappeler que c'est 1500 magistrats de plus d'ici 2027, au moins 1500 greffiers, beaucoup de contractuels, et que ce sont des moyens absolument inédits. Augmentation du budget d'ici 2027 de plus de 60%. Et d'ailleurs, j'ai présenté ce matin aux conférences de magistrats, aux organisations syndicales et à la presse, d'ailleurs, ce projet de budget pour 2024. On ne peut pas dire, voilà un contentieux nouveau qu'il est indispensable de régler, tout en disant, mais nos magistrats ne vont pas s'en emparer. Ce serait quelque chose d'assez singulier, monsieur, vous me l'accorderez. S'agissant du téléphone, ce que je souhaiterais, vous savez que le garde des Sceaux ne donne pas de directive, il peut s'exprimer par voie de circulaire, je ne manquerai pas de le faire. Je voudrais que ça intervienne dans le cadre du présententiel. Alors vous dites, vous avez raison, on peut toujours racheter un téléphone. Oui, mais enfin, le coût de celui que l'on vient de vous confisquer, ça fait déjà partie de la sanction. Et si on est en présententiel, ça signifie qu'ultérieurement, ce téléphone pourra être restitué. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Autrement dit, est-ce qu'on va réinvestir sur un nouveau téléphone alors qu'on peut penser que... Voilà. Mais moi, je pense que c'est une véritable sanction, comme quand on confisque un scout, par exemple, à la suite de radis urbains, sont des choses qui marquent. Puis je rappelle, monsieur, qu'il ne s'agit pas là de régler les questions de grands bandits. Il s'agit que la justice passe auprès d'enfants. Et j'ai dit tout à l'heure que, naturellement, c'est au trébuchet de beaucoup de finesse et de beaucoup de délicatesse que ces questions seront réglées, tant auprès de la victime, qui a besoin, naturellement, qu'on l'aide, et qui a besoin de savoir qu'on la soutient, tant auprès, bien sûr, de l'auteur. On parle souvent d'enfants, et c'est ça, le harcèlement scolaire. Alors, je peux peut-être insister sur le fait que les échanges qu'on a eus précisément avec des jeunes qui ont été victimes de harcèlement et dont je peux vous assurer qu'ils en sont marqués, c'est aussi de dire que le harceleur, ça peut simplement être un jeune qui a été embarqué, si je peux dire, dans une action de groupe, qu'il y a beaucoup de mesures éducatives qui sont aussi importantes et que les actions de sensibilisation qui ont été mentionnées ont un rôle essentiel à jouer. Bonjour Madame la Première ministre, Loïc Besson, BFM TV. Sur les réseaux sociaux, vous avez parlé d'un bannissement des réseaux sociaux pour le harceleur. Est-ce que vous nous confirmez que ça serait immédiat, ça n'attendrait pas la fin de la procédure judiciaire qui peut prendre des mois, voire plus? Et concernant les mesures de formation, de sensibilisation à l'école ou dans d'autres milieux, est-ce qu'il y a déjà des délais prévus, des créneaux où ça sera encore quelque chose à ajouter sur tout ce qu'il y a déjà à faire dans ces secteurs-là? Donc, je vous confirme, sous le contrôle du garde des Sceaux et du ministre délégué en charge du numérique, que la mesure, elle peut être prise en présententiel. Et donc, du coup, l'objectif, c'est bien que ça ait une action immédiate. Ce bannissement des réseaux sociaux, ensuite, qui devra être confirmé ou pas par une décision de justice. Je ne vais pas vous détailler tous les créneaux de formation des policiers, gendarmes, magistrats,
professeurs. Mais donc, ces formations, pour ce qui concerne l'éducation nationale, l'objectif, c'est que tous les personnels puissent être formés d'ici la fin du quinquennat. Je ne sais pas si le ministre de l'Éducation nationale veut apporter des précisions. Pardon, je remets ma veste, il fait chaud. Il y a plusieurs niveaux de formation. Il y a le programme phare qu'on continue à déployer cette année, qui a pour objectif de former de manière dédiée dans tous les établissements plusieurs personnels adultes, 5, pas que des enseignants, hein, j'insiste sur ce point. Notamment, on s'est rendu compte que former, par exemple, des assistants d'éducation sur ces sujets de harcèlement ou des personnes qui travaillent à la cantine, qui observent beaucoup de choses, des AESH, c'est des personnels qui observent beaucoup de choses. Quand vous voyez un élève qui déjeune tout seul systématiquement à la cantine, et qui se fait embêter, harceler sur le temps de la cantine, évidemment, c'est utile. Donc il y a le programme phare, où on forme des personnels adultes, 5, des élèves ambassadeurs. Ensuite, ce qu'a dit la Première ministre, c'est qu'on doit arriver à sensibiliser beaucoup plus largement dans la communauté éducative. Je pense qu'un objectif, ça pourrait être d'abord que tous les délégués de classe, éco-délégués, c'est-à-dire les élèves qui ont une responsabilité au sein de la classe, que les représentants des parents d'élèves et que les professeurs principaux puissent bénéficier d'une sensibilisation, d'une formation dédiée. On travaille avec le CNED, notamment, le réseau Canopé évidemment, à un module dédié qui pourrait leur être adressé. Ils ont travaillé déjà, ils ont fait le B.A.B.A. du climat, qui fonctionne, je crois, assez bien, qui a été salué. L'idée, ce serait d'avoir un modèle comparable sur le harcèlement qu'on pourrait leur adresser dès le début de l'année 2024. J'avais oublié le principal, mais à coup pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que votre gouvernement est arrivé à mettre au pas les grandes plateformes du numérique? C'est-à-dire que si un harceleur a une décision de justice qui les bannit des réseaux sociaux, comment ça marchera très concrètement? Alors d'abord, mon gouvernement il s'appuie sur les règlements que nous avons portés au niveau européen, qui donnent des outils très importants à l'échelle européenne sur les réseaux sociaux. Je vais laisser le ministre en charge du numérique répondre à vos questions. Merci beaucoup. Oui, la Première ministre l'a dit, la France a porté l'année dernière 2 règlements européens majeurs, dont l'un qui va avoir des conséquences immédiates, qui ont déjà commencé à se manifester d'ailleurs, sur l'expérience qu'ont les utilisateurs des plateformes et les enfants en particulier, qui est le règlement sur les services numériques. Et s'agissant de la peine de bannissement des réseaux sociaux, dont je redis qu'elle pourra être prononcée en plus de la peine prévue en cas de condamnation pour cyberharcèlement scolaire, elle pourra être aussi prise comme une mesure dès le début du contrôle judiciaire, sans attendre la sentence, sans attendre la peine. Et ça, c'est très important, parce que les victimes nous disent que les enquêtes parfois durent, et c'est bien normal, un certain temps, et qu'elles craignent pendant ce temps-là de pouvoir être victimes de récidives de la part de l'auteur. Le fait de pouvoir bannir des réseaux sociaux, en tout cas le fait pour le juge de pouvoir bannir des réseaux sociaux la personne dès le début du contrôle judiciaire, c'est une avancée considérable. Et pour résumer, oui, l'Europe, avec ce règlement sur les services numériques, avec les mesures que nous avons prises par ailleurs en droit français, est en train de faire rentrer les grandes plateformes de réseaux sociaux dans l'ère de la responsabilité. Bonjour, Nelly Mété pour Fréquence Protestante. J'ai 2 questions. Vous avez parlé de questionnaires à faire remplir. Est-ce qu'il va y avoir un suivi de ces questionnaires, une régularité? Et une deuxième question sur les cours d'empathie. Qui va dispenser ces cours? Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Alors sur le questionnaire, d'abord je rappelle qu'il a été travaillé avec des experts, des scientifiques. Marcel Ruffo, Éric de Barbieux, Nicole Kaplan et d'autres, que je remercie à nouveau. Ce questionnaire, il va permettre de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, repérer des situations de harcèlement qui ne sont peut-être pas encore repérées. Il y a une version dédiée à l'école primaire, une version dédiée au collège et une version dédiée au lycée. On va se saisir de cette journée nationale de lutte contre le harcèlement le 9 novembre, puisque je vous ai indiqué que pour la première fois, il y aura 2 heures de manière simultanée, banalisée, dans tous les établissements scolaires de France dédiés à cette question de la lutte contre le harcèlement, pour proposer ce questionnaire. Ensuite, comment est-ce qu'il sera utilisé? Évidemment, les enseignants, chefs d'établissement, pourront s'en saisir pour avoir un indicateur supplémentaire de la présence ou non de harcèlement dans leurs établissements ou dans leurs classes.
Et l'objectif, c'est que ça puisse provoquer évidemment la discussion avec les élèves. C'est aussi un des enjeux, je pense, de prévention que d'en parler. Ensuite, ça nous permettra à nous de bénéficier aussi au niveau national de données statistiques actualisées. Les chiffres qui sont souvent évoqués, j'entends parfois dans vos médias, entre 700 000 et 1 million d'élèves harcelés chaque année, je crois qu'il date d'une étude de 2011. 2011, on est avant TikTok. Probablement que le phénomène a pris beaucoup d'ampleur depuis. Ça nous permettra d'avoir une forme d'enquête de victimation au niveau national. Sur la deuxième question sur les cours d'empathie, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, c'est évidemment les professeurs des écoles. Il y a déjà des expérimentations qui ont démarré en France, j'insiste sur ce point, dans plusieurs établissements scolaires, dont certains reprennent d'ailleurs très exactement la méthode danoise qui s'appelle Free for Mobbery. Il y a d'autres dispositifs qui sont possibles. Il y en a en France des personnes qui ont travaillé sur des dispositifs. Je pense au philosophe Frédéric Lenoir, sur la philo à l'école, qui a développé aussi des initiatives. Ce qu'on va lancer en janvier 2024 dans un établissement par département va nous permettre de manière pilote de tester plusieurs solutions pour la généralisation à la rentrée 2024. Et le Conseil supérieur des programmes pourra s'appuyer sur ces initiatives et ces tests finalement dans les différentes académies pour préparer ce programme. Alors, je crois que Monsieur le garde des Sceaux voulait ajouter une précision. Oui, à l'attention du monsieur de BFM qui a fait montre d'une... Où est-ce qu'il est, monsieur, qui a posé la question? D'accord. Qui a fait montre d'une forme, si j'ose dire, de circonspection. Au fond, vous disiez, mais si la saisie intervient trop tard, et si elle intervient au moment de la condamnation, il s'est écoulé pas mal d'eau sous les ponts. D'abord, je voudrais vous rappeler que depuis l'adoption du Code de justice pénale des mineurs, les délais de jugement des mineurs ont été drastiquement réduits. On ne le dit pas assez, mais quand même. Autrefois, avant ce texte, un mineur était jugé une fois sur deux quand il était majeur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les chiffres, nous les avons. Il y a un juge des enfants qui est ici, qui pourrait le confirmer. On va beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis deuxièmement, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je souhaitais privilégier le déferrement, bien sûr. Et dans le cadre du déferment, que l'on requiert, ça je peux le demander au procureur, bien sûr, contrôle judiciaire, s'agissant à la fois de l'accès aux plateformes, s'agissant aussi, bien sûr, de la confiscation des portables. Je voulais vous apporter cette précision pour vous rassurer totalement, si tant est que vous ayez été inquiet. Je vous remercie. Merci.